Bonsoir à tous, bienvenue dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Allez, ce soir, on est content de retrouver, dans un premier temps, notre ami Lucas Bertolotto. Comment vas-tu, mon cher Lucas? Salut Kali, ça va très bien, je suis très content du retour du soleil. Et toi, comment tu vas? Écoute, impeccable, hein, prêt à me gainer pour être sur la planche de surf de cet été, mais tu t'arrêtes jamais de me chambrer. Lucas, on va partir avec toi avec les 4 infos de la semaine, mais avant, petit jingle. Allez, lui, on va commencer avec la première info. Ça vient de tomber, c'est incroyable, mais il y a eu des rebondissements, notamment à Béziers. Eh oui, exactement, c'est Dallas à Béziers, comme dirait le maire Robert Ménard. Alors ça a été un peu compliqué, pendant plusieurs semaines, on a annoncé l'arrivée de Christophe Dominici avec un fonds émirati, si je me trompe pas, c'est lui qui tenait la corde. Et finalement, cette semaine, le club de Béziers a annoncé que c'était le projet de Louis-Pierre Angelotti qui avait été accepté, avec un homme que tu connais bien, René Bouscatel, comme nouveau président de la SBH. Ouais, un président que j'ai connu pendant de nombreuses années au Stade Toulousain. Écoute, on peut être déçu pour Christophe Dominici qui venait aussi avec un gros projet et qui avait annoncé pas mal de grands joueurs aussi. Oui, il avait annoncé du Mahanonou, du Michael Cheka. C'est un projet, n'empêche, qui n'est pas terminé parce que le maire de Béziers, Robert Ménard, j'en parlais tout à l'heure, a quand même annoncé vouloir réconcilier les deux parties. Voilà, il y a quand même plusieurs parties qui sont mécontents, notamment Christophe Dominici pour l'instant. Aussi les joueurs, avec John Best qui s'est exprimé sur Actu Rugby, qui n'a pas hésité à montrer son mécontentement, le capitaine de Béziers. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Ah ben c'est bien que tu parles de Jonathan Best, qu'il faudra inviter bien sûr dans l'émission d'Absolu Rugby. Allez, on lui lance l'invitation. Deuxième info, c'est le deuxième ligne des Jaguares, Guido Petit, qui signe à l'UBB. Ouais, alors ça, on ne s'y attendait pas du tout. C'est Bordeaux-Bègles qui l'a annoncé il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux. Le deuxième ligne international argentin aux 53 sélections, ce qui est assez énorme. Un peine 25 ans qui arrive, voilà, qui fait partie de l'exode des joueurs argentins en Europe. On en parlait il y a pas longtemps dans l'émission. Et là, maintenant, c'est officiel. Il a un contrat de 2 saisons plus une en option. Et ça peut être du lourd pour le pack girondin. Allez, je vais essayer de te piéger. Est-ce qu'il y a déjà eu un deuxième ligne des Jaguares qui est venu jouer en France? Et dans mon souvenir, il y a eu Thomas Lavanini, non, au Racing 92. Ouais, je ne pourrais jamais te piéger. T'es très bon, mon cher Lulu. En tout cas, on verra ce que ça donnera, bien sûr, avec la venue de Guido Petit. Troisième info, c'est les clubs qui ont repris, bien sûr, les entraînements, mais qui préparent aussi leurs matchs amicaux. Ouais, alors là, ça y est, hein, ils sont de retour à l'entraînement, tu l'as dit, et ils préparent au mieux l'été pour la saison prochaine. Ils annoncent petit à petit leur programme que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux d'Absolu Rugby, notamment Twitter, Facebook, Instagram. Donc voilà, il y a plusieurs matchs amicaux intéressants au programme. Il y a un petit Lyon Racing 92 le 21 août, Pau Castres le 27, Toulon Stade Français le 27 août aussi, et enfin Clermont-Lyon le 28 août. Voilà, on va en savoir plus dans les jours à venir sur d'autres matchs amicaux, que ce soit les clubs de Pro D2 ou de Top 14. Eh bien, on verra ça et on attend ça avec impatience. Allez, troisième info, elle correspond aussi à la deuxième partie parce qu'on recevra bien sûr le président de Dax, Benoît Auguste. C'est le staff de Dax qui s'est étoffé cette année. Et oui, alors invité parfait pour cette info, mon Cali, pour cette semaine, avec l'arrivée de Jack Isaac comme manager sportif et d'Arnaud Mignardi comme entraîneur des trois quarts. Voilà, ce club qui va participer à la nouvelle division, la nationale. Et les deux hommes vont être associés à Stéphane Barberena qui a prolongé lui comme entraîneur des avants. Je pense qu'on va pouvoir en parler avec Benoît, non? Ouais, on va en parler de suite. Mais avant, Et avant, un petit clip de présentation quand même de notre invité. allez, c'est parti. Lucas, on y va? Allez, c'est parti, on le rejoint. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on est content de retrouver notre ami Benoît Auguste. Benoît, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Écoute, on est content de te recevoir avec Lucas dans le vestiaire d'Absolu Rugby. C'est une première pour toi. T'as pas trop la pression, ça va?
J'ai toujours eu la pression. Les premières, c'est toujours impressionnant, surtout avec toi, Camille. C'est bien parce que tu as vu, Lucas, il commence en disant les pressions, il est resté, tu sais, sur le système des mêlées. Toujours la première, comment l'aborder. Lucas, on va parler de quoi avec notre ami Benoît? Écoute, je pense qu'on va parler de plein de choses, mais on peut commencer par ses débuts de joueur, non, quand même, pour discuter avec lui. Ça peut être pas mal qu'il nous parle un peu de ses débuts dans le rugby et notamment à Dax, pour commencer. Ouais, tout à fait. Mais écoute, le rugby, c'est aussi une histoire de famille chez moi. Mon père a été joueur, entraîneur, dirigeant, président du club, notamment à Dax, mais il a commencé au Racing Club de France. Il y est venu, et puis c'est vrai que j'ai baigné dedans petit. Je l'ai suivi quand il jouait, quand il entraînait, et puis du coup, j'ai pris ma première licence à l'âge de 8 ans, et puis j'ai jamais décroché jusqu'à 37. Donc voilà, j'ai commencé à l'école de rugby à Dax, et c'est le club où j'ai joué, je dirais, dans toutes les équipes. Et à l'époque, Cali s'en souvient, il y avait la réserve, il y avait la National B, et on me prenait un malin plaisir à partir et à arriver au stade avec le sac et jouer avec n'importe qui. Ouais, c'est bien parce que tu parles de la National B, la réserve. Quand tu étais à National B, c'est bien parce que tu savais que tu étais aux portes de la première. Justement, toi, quand tu as commencé, tu as fait tes premières armes avec Dax. Qui y avait dans l'effectif? À Dax? Ouais. Et il y avait eu un gros départ et nous, on avait une équipe assez jeune. On avait surtout une ligne de 3/4 performante. On avait des garçons comme Jeff Dubois, Pascal Jordani, Mathieu Dourte, Fabrice Duberger, Pascal Labeyrie. Et c'est vrai que devant, on était un petit peu plus jeunes avec des Laurent Travini, Olivier Sverzut, Mathieu Cadic. Voilà, c'était des garçons de cet acabit-là. Et comme je le répète souvent, on était aussi la dernière génération, comme Cali en fait partie, qui n'était pas destinée à être professionnelle. Ouais. On a commencé le rugby parce qu'on aimait ça. Et quand on est arrivé à un certain moment, surtout à Cali, on lui a dit « Est-ce que tu veux de l'argent ?» Il l'a pris de suite. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que notre rêve à tous petits, quand j'ai commencé le rugby à Dax, c'était de jouer en première à Dax. Voilà. Moi, j'ai vu jouer mes idoles, Dominique Bois, Thierry Lacroix, Roumat, Rodriguez. Ça a été des idoles. Et c'est vrai que mon rêve était de jouer au rugby en première à Dax et pas forcément de faire carrière. Lucas, si je peux me permettre, désolé, je te coupe la parole, mais il y a une anecdote. Moi, quand tu me parles de Mathieu Dourte, moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Il faut savoir que ce mec-là était un fou furieux sur le terrain. Benoît, est-ce que tu étais, toi, dans ce fameux match où 50 mètres face au vent, mais quand je te dis, c'était en moyenne, c'était à 80 km/h le vent, qui dit à l'arbitre, je prends la pénalité, tu y étais ou pas? Ah oui. Raconte, c'est énorme. Alors non, c'est un match en espoir. Il faut pas se tromper, c'est à Bègle-Bordeaux. Et il était capitaine et sur le coup d'envoi, il y a réception et il y a une faute sur la ligne des 22 mètres. Et l'arbitre, il va voir l'arbitre et il dit « je la prends ». Et l'arbitre le regarde, il dit quand même à 80 mètres, il dit « je la prends ». Il pose le ballon, il prend son élan, il se concentre, il souffle, il tape. Évidemment, le ballon tombe aux 22 mètres adverses. Et en courant, il regarde l'arbitre et il dit « putain, à l'entraînement, je la mets ». Et voilà, et le match a commencé là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que ça maintenant, ça passerait un peu moins au niveau des présidents. Voilà. Tu m'étonnes. Tu parlais de famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'héritage familial que tu as eu? Du coup, c'était pas trop compliqué pour toi de commencer dans le rugby avec ce nom-là? Non, ça n'a pas été compliqué parce que, comme je le répète, après, c'est vrai que c'était un peu moins médiatisé. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, c'était plus du local. C'est vrai qu'il fallait l'assumer au niveau de Dax. Ça, par contre, c'est vrai qu'il fallait l'assumer. Et malheureusement, je dirais, j'ai pas eu à l'assumer longtemps parce que j'ai fait mon premier match en première en 98, et c'était, je vais dire, 9, 8, 7, le 6 mars. Le 7 mars, et mon père est décédé le 10. Donc, si tu veux, ça ne m'a pas pesé son nom très longtemps. Par contre, c'est vrai que son absence m'a pesé tout au long de ma carrière. Pèse encore, mais bon, ça, c'est des anecdotes. Et c'est vrai que, voilà, je me suis fait une place après. Je crois que ça a été plus compliqué pour mes frangins, une fois que moi, j'avais percé à haut niveau, pour eux exister à Dax. C'est bien parce que tu le rappelles aussi, tes frangins. Alors, toi, tu as l'honneur, un de tes frères, deuxième ligne. C'est ça. Voilà. Et le troisième? L'autre, troisième ligne. Voilà, troisième ligne. Pas de demi d'ouverture, pas de demi de mêlée, c'était pas prévu. Ah, mais ils sont les deux grands et longilignes, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Justement, Benoît, après ces années à Dax, tu pars au Stade Français, où tu passes 2 belles années quand même. 3. 3, pardon. Alors, tu as raison de dire 2, parce que j'en passe 2 de belles sur les 3. Je voulais pas en parler. Non, mais c'est vrai que voilà, ça a été l'arrivée du professionnalisme et surtout ça a été l'arrivée des agents et des recrutements et des changements de club qui n'existaient pas forcément à l'époque. Tu faisais 20 ans dans le même club et c'était normal et tu bossais à côté. Et puis là, j'ai été démarché par le club du Stade Français qui était quand même le club en vue. C'était le club du sélectionneur de l'équipe de France, c'était le club de Max Guazzini surtout. Et puis c'était Paris, quoi. Donc j'y suis parti. Il y aurait eu beaucoup de chances que je m'y perde.
Parce qu'à l'époque, monter à 23 ans à Paris, avec du temps de libre, des relations et un peu d'argent, c'est compliqué. La première année a été très dure, puisqu'on finit quand même 6 mois en autogestion. John Connolly avait été débarqué en cours d'année, et c'est les anciens qui avaient pris le pouvoir, et donc nous, les petits nouveaux, on n'avait pas forcément notre mot à dire. Et puis est arrivé un monsieur, Nick Mallette, pour les 2 saisons suivantes, et on fait un doublé. On gagne 2 fois le championnat de France, et c'est un souvenir extraordinaire, et je crois que j'y ai vraiment amorcé à Paris ma mutation de vie d'homme, et c'est vrai que ça a été 3 années absolument fabuleuses, dont on ne pourra pas tout raconter. C'est beau parce que tu parles du doublé, donc 2003-2004, mais c'est aussi le début d'une série incroyable pour toi, parce qu'il faut rappeler qu'après le Stade français, tu pars à Biarritz, et en 2005 et 2006, tu gagnes encore le top 14. C'est vrai. À l'époque, personnellement, je ne réalise pas trop ce que j'ai pu vivre, et puis c'est après, avec les années, où tu vois que déjà, tu n'y reviens plus. Et puis après, là, pendant le confinement, tu vois les titres, et puis tu vois aussi, surtout, je dirais, c'est très modeste, mais tu vois aussi pas mal de grands joueurs qui l'ont jamais gagné. Et tu te dis, finalement, c'est pas mal. Donc 4 fois d'affilée, c'était bien. Et puis c'est vrai que je suis parti de Paris pour aller à Biarritz. Et la finale, il se trouve qu'on la joue contre Paris. Donc c'était ou eux ou moi qui faisaient les triplés. Bon, c'est tombé sur moi, tant mieux. Il faut le rappeler, on n'est pas nombreux à avoir gagné 4 titres d'affilée. On est 15. Et les 15, et t'en fais partie. Je crois que 80% des 15 que je viens de t'annoncer sont toulousains. En tout cas, dans tous ces souvenirs-là, on le rappelait, c'est, comme tu dis, une belle aventure avec le Stade français, une belle aventure avec le BO. Ce qui est fou, c'est que tu as vécu des belles choses dans le championnat, mais pourtant, Lucas, on le disait avant cette émission, ça a été un peu plus compliqué sur la Coupe d'Europe. Hein. Ça a été plus compliqué. Après, c'est comme on dit, il y a toujours un élu chaque saison, et c'est pas évident. Sur la Coupe d'Europe, on a quand même fait des campagnes assez bonnes avec le BO. Avec le Stade français, on s'est arrêté 2 fois en quart de finale. Avec le BO, j'y ai perdu 2 finales, et on a remporté un challenge européen. Ça fait quand même quelques matchs sympathiques, des campagnes aussi bien, et c'est vrai que c'est le trophée qui manque, mais avoir joué 2 finales et remporter ce dernier trophée en 2012, à 1 an de la fin de ma carrière, c'était aussi un joli signe. En parallèle de cette carrière, toi, tu as aussi connu une sélection en équipe de France, si je ne me trompe pas. Du coup, on va peut-être plus parler du passage chez les Babas. Non, je crois que tu as bien plus percé chez les Babas. Non, mais les sélections, c'est vrai que l'équipe de France m'a fui plusieurs fois, mais bon, c'est aussi, ça fait partie du jeu. Et je me souviens que la première fois où j'étais appelé par Bernard, à l'époque, il y avait des regroupements de 40 joueurs, je crois, et on avait fait un petit regroupement, un rassemblement, à l'UBB, à Musard. Et nous, on était les faire-valoir, et j'étais pris comme talonneur, mais j'avais servi de pilier en opposition. Et j'avais un vieux briscard en face qui m'avait emmerdé, c'était Christian Califano, ça il doit pas s'en souvenir. Moi j'étais ébahi comme un gamin dans un magasin de jouets, et eux ils fumaient des clopes à la mi-temps déjà, donc si tu veux ils étaient déjà rompus aux joutes. Mais c'est vrai qu'après je crois que l'expérience en Barbarians ça a été quelque chose de fabuleux, déjà parce que tu vis des moments extraordinaires, mais surtout tu fais des rencontres, que ce soit les Barbarians français ou les Barbarians britanniques. C'est bien, tu le rappelles, parce que tu as été à la fois Barbarians français et britannique. Nous avons eu la chance, mon cher Benoît, de faire un match ensemble. Rappelle-toi, c'était contre les Australiens à Jean-Bouin. On avait fait un gros match quand même. Hein. On avait fait un gros match, je me souviens plus du match trop. On s'est fait défoncer. Je me souviens que c'était Philippe Bernatsal qui avait fait un gros match. Ouais. Il avait joué un ailier qui avait été pris pour dopage en Australie, un espèce de gros ailier absolument monstrueux. Il avait mis une percussion. Et il était ressorti avec le souffle un peu coupé, on lui avait dit ça va, ouais, j'ai un peu mal. Mais non, t'as rien, allez, fais la soirée avec nous. Il avait fait la soirée avec nous, et il s'était rendu compte le lendemain qu'il avait 3 côtes cassées quand même. Wendell Saylor, il avait pris dans les dents. Ouais, je me rappelle, le fameux Trésiste. Voilà, c'est ça. C'est énorme. Lucas, après ces belles années en tant que joueur, on va parler aujourd'hui de son quotidien. Tu sais quoi? On va l'appeler la chronique technico-tactique. C'est parti. On va parler de ton rôle aujourd'hui au sein de l'US Dax. Justement, voilà, quel est ton rôle au quotidien, mon cher Benoît? Alors au quotidien, j'ai le titre de président du club. Donc on se rend compte quand on est en poste que c'est du jour le jour, que c'est un poste très compliqué. J'ai eu la chance d'être joueur. J'ai été entraîneur à Biarritz et à l'US Tyros, et je suis dirigeant maintenant. Et maintenant que je sais ce que c'est, je peux vous garantir que le plus compliqué, c'est dirigeant. Et justement, si on avait su ce que c'était quand on était joueur, on aurait peut-être été un peu moins exigeant.
mais c'est l'évolution des choses qui veut ça, et c'est au jour le jour. Voilà, je suis justement, avant de vous rejoindre, j'étais dans le cabinet du maire de la ville pour discuter aussi du futur du club, et c'est un peu ça aussi. Ça ouvre des portes, ça donne des contacts, mais il faut se battre au jour le jour, parce qu'en plus, avec la professionnalisation, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et il faut essayer tous les jours de bien se battre pour que le club survive. Juste, comment tu as été amené, toi, à être président, du coup, à devenir dirigeant après ta carrière d'entraîneur? En fait, ça a été un concours de circonstances. C'est je dirais, entre guillemets, on peut appeler ça les propriétaires du club, hein, les dirigeants historiques qui avaient envie d'insuffler un souffle nouveau. Et ils m'ont proposé. Alors, c'est Gilbert Pontens qui est d'abord venu me chercher pour être conseiller du président. C'était lui le président. Et puis, par la force des choses, après, Philippe Jacquemer a fait que je suis devenu président du club. Et ça fait ma deuxième saison, pardon. Donc, voilà, on essaie de prendre ses marques et de faire évoluer le club avec pas mal de chamboulements aussi dans les divisions fédérales et nationales. Justement, est-ce que c'est pas une plus-value aujourd'hui d'avoir, entre guillemets, pour les clubs comme ça, d'avoir un président qui est passé, comme tu dis, par le club aussi, mais aussi par les différents strates en tant que joueur professionnel ou amateur, de voir un peu l'évolution? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu interviens autant sur le côté administratif et structurel du club, mais aussi sur le sportif, non? Alors, j'interviens sur le sportif, bien sûr. J'ai, entre guillemets, la légitimité de dire ça. Après, est-ce que c'est un bien pour le club? C'est pas moi qui vais répondre, parce que je ne peux pas être juge et parti. Ouais. Par contre, c'est vrai que de connaître un peu toutes les strates, je sais ce que je peux me permettre et pas me permettre avec des entraîneurs. Parce que quand j'étais entraîneur, je savais ce qui méritait un peu quand le président venait mettre son nez dans la compo d'équipe. Je sais aussi comment réagit un joueur quand il ne joue pas ou quand il est remplaçant. C'est vrai que c'est un plus. Maintenant, il ne faut pas rester toujours tombé. Je dirais que le mauvais côté des choses, c'est que je tombe assez vite dans l'affect. Parce que je sais ce que c'est qu'être joueur. Et là, quand on est dirigeant on va pas dire une entreprise, mais d'une PME, c'est des salariés. Et c'est vrai qu'il y a aussi la survie du club qui peut être amenée à se séparer de certains joueurs ou à négocier des contrats. Et ça, c'est un autre domaine. Là, aujourd'hui, cette semaine, il y a eu une actualité un peu particulière à Dax avec l'arrivée de deux nouvelles personnes pour intégrer le staff. C'est Jack Isaac et Arnaud Mignardi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces arrivées-là, du coup? L'année dernière, il y a 2 ans, quand j'étais dirigeant, je suis allé chercher Frédéric Tauzin pour entraîner le club, qui était un ancien joueur et qui connaissait aussi bien les joutes de la fédérale, mais qui n'était pas passé par le monde pro trop au niveau de l'entraînement. Donc il est parti au bout de 2 saisons où il a fait un travail très appréciable au niveau du club, notamment avec les jeunes. Et je pense qu'il fallait qu'on franchisse un cap et qu'on arrive à... Alors, c'est pas amener de la professionnalisation, mais amener de l'exigence, parce que sur 2 ans, on a recruté énormément de jeunes issus de centres de formation, et ils se sont un peu, je dirais, familiarisés avec ce championnat de fédéral où il faut aller des fois au-delà du rugby, et on retrouve un peu des effluves du rugby d'antan un peu engagé, et c'est ces choses qui sont bien. Et voilà, je pense que Jack Isaac était la bonne personne pour amener cette rigueur. Arnaud Mignardi, j'ai joué avec lui, je sais le joueur qu'il est, le gagnant qu'il est, le puncher qu'il était, on va dire entre guillemets le bagarreur, et j'espère qu'il va transmettre un peu tout ça à cette jeune génération qu'on va aussi bonifier avec des joueurs expérimentés pour essayer de bien figurer dans la nationale. Justement, on va en venir, on l'a vu, ça y est, il y a eu la création de cette poule nationale. Comment vous l'avez abordé, comment vous l'avez préparé, comment vous voyez l'avenir aussi de cette poule nationale? Bon, alors après, là, moi j'ai toujours été très clair sur le sujet. Je trouve que c'est un peu tôt pour la création de cette poule élite, nationale ou Pro D3 comme vous voulez. Elle était prévue d'arriver d'ici l'année prochaine. Et je crois que là on nous a rajouté une nationale. Il faut vite s'inscrire dans ce projet. On nous demande d'avoir des budgets un peu plus conséquents alors que le Covid-19 est là et on ne sait pas exactement, on n'a pas de vision déjà à court terme, déjà pour bien clôturer la saison et puis pour redémarrer l'autre. Mais une fois que ça est dit, voilà, on y est, on a été invité, on est content d'y être. Je pense que il faut trouver maintenant les bons côtés. Ça va être un championnat attractif, de bon niveau. Il y a aussi la formule qui est intéressante puisque c'est les 6 premiers qui sont qualifiés et non pas uniquement les 2 premiers. Et ça pourrait être joué sinon à la moitié du championnat. L'unanimité des joueurs chez nous était prêt à relever le défi. Donc voilà, on y est maintenant, on va trouver les bons côtés, essayer de bien figurer et pourquoi pas de jouer les phases finales. Bon, on peut imaginer quand même que l'un des objectifs du club sur un moyen ou long terme, c'est quand même de retrouver son niveau d'antan avec que ce soit la Pro D2 ou même le Top 14 dans quelques années, non?
Oui, c'est évidemment qu'on joue toujours pour gagner ou on joue toujours pour avoir des titres. Je crois que le but actuellement et mon rôle principal, c'est de m'attacher à restructurer le club. Et quand je dis restructurer, le travail il n'est pas uniquement fait sur l'équipe première. On va faire labelliser l'école de rugby. On a restructuré avec Jean-Marc Chevrier, que ce soit les cadets, les juniors, parce que quand un club descend de Pro D2 à Fédéral, eh bien, on se fait piller. On a perdu il y a 2 ans une quarantaine de jeunes joueurs. Et là, on retrouve un peu d'allant avec les jeunes, avec ces équipes de jeunes. On crée des passerelles avec des clubs comme Saint-Paul-et-Dax, Pouillon, La Battue, Tabas, Naros, pour essayer justement de rendre le rugby landais un peu plus fort. Et après, par contre, oui, j'espère qu'on aura de grosses ambitions dans cette division. On passe d'une division fédérale où on avait un budget qui était conséquent. Et là, on va passer au niveau du budget, je dirais milieu de tableau, voire bas de tableau. Donc il va falloir se battre avec nos armes et essayer de créer de belles surprises. Mais encore une fois, est-ce que tu penses que même sans un gros budget, c'est tout à fait jouable parce que c'est un peu l'intermédiaire, comme on le pense nous aussi, quand finalement cette poule de nationale, c'est un peu l'antichambre de la Pro D2, quoi. Est-ce qu'on peut... Oui, l'antichambre, elle l'est. Moi, je reste persuadé que de toute façon, le niveau va être meilleur, va pousser les joueurs vers le haut. Maintenant, je reste aussi sur le fait de dire que ça ne prépare pas à la Pro D2. La seule chose qui prépare à la Pro D2, c'est la Pro D2. Voilà, pour avoir entraîné et pour avoir vu des matchs de Pro D2. Et je crois que c'est comparable aussi entre les marches qu'il peut y avoir entre le top 14 et la Coupe d'Europe et l'équipe nationale. Tant que vous n'avez pas joué dans une division, vous ne pouvez pas vous y préparer. On voit la marche est très très haute. On peut constater avec Rouen qui a été quasiment invaincu et Romans qui ont été invaincus en Fédéral 1. On gagnait 3 matchs la saison dernière en Pro D2, donc il faut du temps pour s'y adapter. J'espère que le championnat sera attractif, j'espère qu'il sera vendu aussi à un diffuseur. On a vu une vague de prolongation là cette semaine aussi, il y en a eu 11 si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres trucs au niveau du recrutement ou pas? Oui, bien sûr. D'abord, il y a les prolongations. On dit toujours que le meilleur recrutement commence par prolonger ses meilleurs éléments, donc ça c'est fait. Il y en a d'autres qui vont continuer aussi avec nous la saison prochaine. Et on va tabler sur 3, 4, 5, entre 6 et 7 arrivées nouvelles de joueurs de haut niveau. On va recruter une première ligne entière qui était déjà rompue à la Pro D2 et voir 1 ou 2 joueurs des lignes arrière pour essayer justement d'amener une plus-value. Mais ça aussi, par exemple, c'est un changement de recrutement, un changement d'axe qui a été fait par la nationale. Dans ma tête, j'allais recruter encore des jeunes qui pourraient plus se développer 1 an de plus. Et mon équipe qui était en place aurait pu jouer en national avec de l'expérience l'année suivante. Là, il me faut vite des joueurs qui ont de l'expérience. Et là, comme je n'ai pas le temps, je suis obligé de me tourner malheureusement vers des joueurs qui, la plupart, sont étrangers et qui ont déjà joué en Pro D2. Justement, Benoît, est-ce que tu vas faire comme certains clubs, te servir un peu de modèle, comme l'a fait peut-être le Stade Toulousain ou bien d'autres, comme le Stade Français aujourd'hui, de faire revenir quelques anciens pour essayer de les mettre à des postes clés ou de les faire venir participer à ce projet de l'US Dax? Bien sûr, c'est le but. Il y a actuellement déjà des joueurs qui m'ont rejoint, rien que ce soit au conseil d'administration. Il y a des Pascal Jordani qui est au club, Jean-Marc Chevrier, William Reberotte, Christophe Tournier, Arnaud Lossuc. C'est des jeunes joueurs qui ont joué en première, qui sont issus du club, qui sont champions de France junior. Et puis, au fur et à mesure, j'espère que d'autres joueurs vont venir et ne serait-ce que mettre, je dirais, s'asseoir dans la tribune, venir serrer la main aux joueurs, c'est toujours bien. Il y a des joueurs, on oublie qu'ils sont estampillés USD. Je crois que des joueurs comme Hugo Mola ou Fabien Pelou sont quand même aussi portés haut les couleurs de l'US Dax, Laurent Rodriguez, Thierry Lacroix. On a eu des joueurs extraordinaires. Et c'est vrai que c'est bien que tous ces joueurs reviennent. Et on a besoin justement de force vive. Et c'est vrai que ce que fait Didier Lacroix à Toulouse est fabuleux. Ouais. Lucas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre ami Benoît Auguste et au club de Dax? Écoute, on peut lui souhaiter de bien figurer dans cette nouvelle division et d'atteindre les objectifs qui se fixent et d'aller le plus loin possible, comme il l'a annoncé tout à l'heure. Non? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci de nous avoir répondu. Sache que ce n'est pas fini, parce que nous sommes en fin d'émission, mon cher Benoît. Et comme à chaque fois, en fin d'émission, on a notre petit truc, question mystère ou le gage. Donc, il faut le savoir, on a un gage ce soir, exceptionnellement on a un gage. Est-ce que tu prends la question mystère ou le gage pour finir cette émission? Mon cher Benoît, nous t'écoutons. Je vais prendre la question mystère, parce qu'on ne sait jamais. Tu es prêt? Allez. Salut mon cher Benoît, j'espère que tu es en forme. Je sais que tu passes voir notre cher ami Christian Califano et j'ai une petite question pour toi. Savoir si tu étais toujours actionnaire chez Pento. Voilà, mais n'hésite pas à répondre et surtout à développer, parce qu'on a besoin de savoir. Salut. Ben, je pense que tu as reconnu notre ami Jérôme Thion. Très bonne question, très technique. L'immense, très technique. Non, je ne suis plus actionnaire chez Pento, je suis passé au GEL et je dois cette
cette aventure ou ce court passage chez Pento à un ami commun à nous qui s'appelle Pierre Mignoni, qui est passé par Dax, et qui m'a initié au Pento. Je crois qu'il a changé aussi, lui, et depuis qu'il s'est rasé la tête, ils ont fait faillite, donc j'en trouve plus. Je pense qu'il a tellement mis de Pento qu'il n'a plus de cheveux au-dessus, il n'a que sur les côtés. C'est pour ça qu'il a préféré arrêter. Mais en tout cas, je le disais à Lucas, je pense que les 2 joueurs en France qui ont utilisé du Pento, et on ne fait pas de la pub non plus, c'est Benoît Auguste et Piero Mignoni. En tout cas, c'était une belle réponse pour notre ami Jérôme. Et je pense que Jérôme, on peut en parler, hein, c'est une grosse amitié que vous avez tous les deux. Hein. Oui, avec Jérôme, ouais, ça va presque au-delà de l'amitié. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'est un mec gigantesque, voilà. C'est un mec qui gagne à être connu. Et c'est vrai qu'on fait des rencontres sur les terrains de rugby. À Cali, on en a croisé beaucoup des joueurs. Mais il y en a très peu après qui restent et qui deviennent de vrais amis. Et Jérôme en fait partie. Ouais, c'est bien parce que je pense la même chose que toi. Seul petit défaut, on le sait à chaque fois, un joueur avec des mitaines et cheveux longs, c'était très bizarre au départ. Mais je dis ça, il se rattrapera. Mon cher Benoît, merci en tout cas d'être venu dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Lucas, on a passé un super moment. Ça fait du bien comme ça d'avoir des discours sans filtre et avec une bonhomie. En tout cas, merci encore à toi. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Merci à tous. Merci, à bientôt les gars.